Bien. Donc on va encore parler de avec M. Mignon, que je remercie, qui participe pour la troisième fois à l'encadrement de ce cours. Donc sans tout à fait, Rémi, tu as la parole. Merci. Dans un premier temps, je voudrais remercier les organisateurs du cours de m'avoir invité une nouvelle fois. Je suis ravi d'être là et de vous parler des aspects graves de paludisme, espèces autres que falciparum. Et puis dans une deuxième partie de cet exposé, il y aura un petit aparté sur l'artésunate intraveineux, mais qui sera en taille beaucoup plus réduite. Donc, vous savez qu'il y a un dogme. Voilà, vous savez qu'il y a un dogme qui a couru pendant de nombreuses années disant que seul falciparum pouvait donner des effets graves. On a toujours attribué la mortalité du palud à falciparum. Et puis, alors pourquoi? Ça c'était, on considérait que les complications du paludisme résultaient de charges parasitaires élevées, et on sait que falciparum est l'espèce qui donne des charges parasitaires élevées. On connaissait bien les mécanismes de cytoadhésion de Plasmodium falciparum à l'intérieur de son hématite parasité, aux cellules endothéliales des vaisseaux. Et puis on connaissait donc la réponse humorale, et tout ça, c'était des événements qui étaient rarement ou pas rencontrés avec des espèces autres que falciparum. Donc par le passé, on a vu quand même quelques cas graves avec vivax, malariés et ovalés, mais comme à cette époque, on ne faisait pas le diagnostic par PCR pour éliminer une co-infection, on attribuait donc ces cas graves à des co-infections à falciparum non reconnues. Or, depuis une dizaine d'années, on sait maintenant faire parfaitement le diagnostic par PCR des différentes espèces et on est capable maintenant d'exclure ces co-infections. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre d'aspects graves pouvaient être dus à des espèces autres que falciparum. Alors, j'ai fait une revue de la bibliographie pour vous. Donc, je vais passer en revue les différentes espèces autres que falciparum et on va voir dans quelle mesure on peut ou pas retenir cette possibilité d'accès grave pour ces espèces. Alors, la définition que je retiendrai pour la gravité, c'est la définition de l'OMS. Alors, il y a eu un changement, vous savez, en l'an 2000, donc il y aura des définitions OMS 90 pour les articles influenciens et pour les articles les plus récents, c'est la définition OMS 2000 qui est considérée. Mais les changements sont finalement assez mineurs et ça n'a pas d'impact pour ce qu'on va raconter aujourd'hui. Donc cette définition inclut de toute façon un frottis et ou une goutte épaisse positif avec présence de forme asexuée de Plasmodium falciparum, puisque c'était une définition dédiée à falciparum et il fallait qu'il y ait au moins un des critères cliniques ou biologiques définis par l'OMS. Donc je ne reviens pas sur les critères, vous les trouverez dans toutes les présentations précédentes. Alors, on peut éliminer d'entrée de jeu Plasmodium knowlesi, puisque vous savez, la cinquième espèce chez l'homme, qu'on trouvait à l'origine chez le singe, donc chez le macaque, puisque dès le début, quand on a découvert knowlesi, on a eu des morts. Donc là, il n'y a pas de discussion possible, on sait que Plasmodium knowlesi est capable de donner des accès graves. On va voir un peu maintenant pourquoi. Alors, un peu de géographie, donc vous savez que c'est localisé uniquement en Asie du Sud-Est, Malaisie, Thaïlande, Myanmar, Philippines, et depuis 2004, c'était reconnu comme relativement fréquent dans certaines régions, notamment Bornéo, où donc sur une série de 960 échantillons sanguins de cas de paludisme prélevés de 2001 à 2006 dans 12 hôpitaux de la région de Sarawak, donc d'une région de Bornéo, on avait pas moins de 28% d'infections par Plasmodium knowlesi. Donc c'est une publication de Coxing, c'est la publication principale de Janet Coxing, qui est sortie en 2008 dans Clinical Infectious Disease. Pendant très longtemps, on n'a pas reconnu knowlesi parce que morphologiquement, ça ressemble à malaria. On va voir des photos tout à l'heure, mais vraiment, si on n'est pas prévenu, on va considérer que c'est un Plasmodium malarié. La différence, c'est que le cycle érythrocytaire de knowlesi dure que 24 heures. Alors que malaria, vous savez, c'est 72 heures et les autres espèces, c'est 40 heures. Donc,
un plasmodium qui va croître au niveau érythrocytaire de manière très rapide. Par contre, il présente une bonne sensibilité aux antipathiques, contrairement à Falciparum, puisque c'est une espèce qui n'était pas exposée au traitement, ou très peu, hein, on ne traitait pas les seins, donc ça reste sensible à la coloration. Alors voici un frottis sanguin de plasminolysis, donc vous voyez des hématies là, petites, avec ces formes-là qui ressemblent tout à fait, bon il faudrait un plus fort grossissement, on s'en rend compte quand même maintenant, à du malaria. Voilà ici des formes de malaria. Alors, la proportion donc, des accès à Nolésie dans ces régions de Bornéo, vous voyez, est très importante puisque, vous voyez, sur ces camemberts, là, la partie bleue représente Plasmodium Nolésie en mono-infection ou associé à une autre espèce. Et donc, vous voyez qu'il y a des régions où ça fait plus de la moitié des infections qui sont dues à Nolésie. Donc, dans certaines régions, vous avez une prévalence très importante de cette espèce. Donc, autre étude parue dans CID en 2009, des patients invalidés se présentant à l'hôpital de Katouk, donc région Sarawak, patients inclus de 2006 à 2008, sur 152 patients recrutés, vous aviez 70% de Nolésie, 107 cas, 16% de Falciparum, 14% de Nivax, et vous aviez 0% de malaria. Si on prenait du cercle contre du malarié, on n'était pas. Alors, ce qui nous intéresse dans cette étude, c'est la gravité, la fréquence de gravité. Sur les 107 cas, vous aviez 7 patients qui ont été classés en accès grave si on retient les critères OMS 2000. Alors, ça représente quand même 6,5% de gravité. Si on prenait Falciparum chez le voyageur, par exemple en France, le voyageur, les données qu'on a nous au centre national de référence à Paris, le pourcentage de gravité de Falciparum, c'est 3,8%. Donc vous voyez que Nolésie, il est grave et il est fréquemment grave. Au plan clinique, tous ces patients présentaient une détresse respiratoire aiguë. Ça n'est pas un neuropagonisme, ça n'est pas une anémie sévère, c'est un SDA. Et sur les 7 cas graves, 2 sont décédés. Là aussi, des proportions élevées. Ça fait un CFR de 1,2%. Donc les facteurs associés à la détresse respiratoire dans ce article, c'était une parasitémie élevée, une insuffisance rénale, une bilirubine totale élevée et des plaquettes basses. Alors voici une autre étude d'un accès mortel à Nolésie, une étude où on a pu faire une autopsie et vous voyez que vous avez des vaisseaux profonds du cerveau où vous avez des hépaties qui colmatent un peu ces vaisseaux. Voilà, vous avez ces images-là. Et ces images ressemblent furieusement à ce qu'on aurait avec Falciparum. Voilà, c'est un accès à Falciparum. Vous avez aussi des vaisseaux profonds obstrués par les hématies. Donc première autopsie à Nolésie qui est sortie de l'opération. Cela dit, on verra après que le mécanisme de bouffage, enfin c'est pas bouffé, hein, la circulation est ralentie, très ralentie, mais on ne peut pas dire que c'est bouffé. Donc le mécanisme de ralentissement, celui de la circulation intracérébrale, n'est pas du tout le même entre Falciparum et Nolésie. Alors justement, c'est une autre physiopathologie de l'accès à plasminolysie. Vous avez une rapidité du cycle, 24 heures, qui compense le nombre plus faible de mérodites libérées à maturité. Pour Falciparum, vous savez que les rosaces à maturité peuvent libérer jusqu'à 32 mérozoïtes. Pour Nolésie, c'est plus de l'ordre de 16. Mais vu que le cycle est de 24 heures de 48, finalement, la parasitémie monte très vite. La séquestration partielle des hématies, donc parasitées dans les vaisseaux profonds, serait plus due à une agglutination d'hématies parasitées entre elles qu'à une adhésion des hématies parasitées à l'endothélium des vaisseaux profonds. On n'a pas mis en évidence pour l'instant d'adhésion comme on aurait avec PFOMP1 pour Falciparum. On a un gène orthologue, un analogue si vous voulez, qui s'appelle Sigavar-gène pour Nolésie, mais qui n'entraîne pas cette adhésion. Et puis, donc on voit que ça ne serait pas ce phénomène-là qui peut rendre compte de la gravité. Voilà, donc pour Nolésie, accès grave, sûrement, c'est démontré, accès mortel. Nolésie, pour l'instant, ne représente qu'une petite partie de la charge du palu dans le monde. Vous savez que les espèces les plus importantes, c'est Falciparum et ensuite c'est Vivax. Alors, on va évacuer maintenant le cas de malariés. Vous savez qu'il y a des quantités
complications qui sont classiquement rapportées à malarié. Il y a le syndrome néphrotique, qui est dû à une infection chronique, donc, et ce syndrome est attribué au dépôt membranaire de contexte humain, IgM ou IgG. Dans la plupart des cas, donc dans les 2 ans suivant le diagnostic, on a le décès des patients. Il n'y a pratiquement jamais de rupture de rate avec cette espèce. Et l'accès grave, le réel accès grave, est possible en fonction du terrain génétique. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous présenter maintenant 2 cas cliniques où on a eu un accès grave à malaria. Alors premier cas clinique, c'est un soldat français de 28 ans, donc, qui est hospitalisé au CHU de Rennes pour fièvre et syndrome de défaillance multiviscérale 5 semaines après son retour de Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a des soldats français en Côte d'Ivoire qui s'illustrent en ce moment. Celui-ci donc est rentré au bout de 5 semaines et il avait arrêté sa prophylaxie par doxycycline 3 jours avant l'admission à l'hôpital. Pendant ces 3 jours, ce patient a présenté des douleurs musculaires, de la fatigue, des nausées, des vomissements, mais pas de fièvre. Et puis, assez rapidement, il a présenté des paresthésies de sa jambe gauche et il a fini par ne plus pouvoir bouger sa jambe gauche. Donc le SAMU a été appelé et le patient a été trouvé en état de choc avec détresse respiratoire, DO2 65 mm de mercure, CO2. Donc le patient a été pris en charge par le SAMU, il a été intubé et ventilé. Les gages du sang ont montré un pH à 6,9, donc une acidose sévère, et des lactates artériels relativement légers. Il présentait un syndrome de coagulation intramusculaire disséminée, des plaquettes basses. Il a présenté assez rapidement une insuffisance rénale aiguë et son frottis sanguin a montré 0,4% d'hémacyparacité par plasmodium malarié. On a exclu par la suite le plasmodium, on a fait tous les tests PCR. Donc c'était vraiment une mono-infection à de malaria. Donc il a été traité, il a été pris en charge. Mais son acidose s'est aggravée encore, il est descendu à 6,6 et là il a fait son montée à 8,8. Il a fait un bref arrêt cardiaque, mais il a été quand même récupéré et il a bénéficié de circulation extracorporelle et de dialyse. Donc toutes les autres recherches microbiologiques ont été négatives, que ce soit des bactéries, des arbovirus, des leptospires, des rickettsia et évidemment les autres de plasmodium. Le patient s'est quand même stabilisé au plan cardiaque et pulmonaire en une semaine, mais il a développé des nécroses au niveau des jambes avec thrombose artérielle et infection par aspiration artérieuse. Ce patient a été amputé du membre inférieur droit au niveau de la cuisse et de la jambe gauche après 1 mois d'hospitalisation. Le suivi, donc 90 jours plus tard, il récupère complètement et 1 an plus tard, il se déplace avec des photos. Donc un cas de personnes malariées qui s'est terminé relativement mal pour le patient. Alors, ça nous a quand même interpellé cette histoire, donc on l'a exploré au plan génétique, puisqu'on travaille avec la plateforme de Cochin, donc l'Institut Cochin moléculaire, qui est capable de génotyper donc, tous les nodules qui sont susceptibles d'être associés au sepsis. Vous savez que chacun de nous est inégal devant les infections, on est plus ou moins prédisposé, on peut plus ou moins défendre cette infection. Mais ça, c'est des facteurs génétiques. Donc on a regardé si cette personne n'avait pas des mutations dans des gènes latérales qui pourraient piloter justement une sensibilité exacerbée à sepsis en général, pas simplement pas donc les infections virales bactériennes. Effectivement, on a vu que ce patient était hétérozygote et homozygote pour un certain nombre de gènes. Voilà, donc des gènes qui sont impliqués dans l'inflammation, dans la coagulation, dans le cyclisme. Et donc homozygote pour pas mal de gènes. En fait, ce patient est une véritable bombe à retardement sur le plan infectieux. Donc, malarié, oui, mais sur un terrain très particulier malgré tout. Le message d'aujourd'hui, ce ne sera pas de vous dire il y a des accès graves à malarié triage, c'est pas vrai, mais il faut savoir que de temps en temps, malarié peut donner un accès relativement grave. C'est illustré d'ailleurs par un deuxième cas clinique. Là aussi, un soldat en Côte d'Ivoire, alors je ne sais pas s'il y a des souffles particuliers en Côte d'Ivoire, ou si c'est le contexte, mais c'est une série. On est 2 patients d'une année sur l'autre qui ont eu à peu près la même histoire. Donc l'oxycycline arrêtée aussi prématurément. Une hospitalisation, donc en état de choc. Insuffisance rénale. On passe assez rapidement, parce que c'est déjà le deuxième cas. Et là, donc 0,2% d'hématie parasité par malarié. Donc on prend en charge ce patient. Il
entre quand même en coma, il fait une acidose métabolique sévère, 6,97 de pH. On intube, on le ventile, enfin bref, tout va bien. Le patient évolue favorablement, mais donc deuxième cas de palu grave à malaria. Alors là aussi, on explore au plan cinétique ce patient et on retrouve 5 polymorphismes importants associés à la susceptibilité des infections sévères. Et il se trouve que ces polymorphismes sont les mêmes pour 4 des 5 que ce qu'on a vu dans le patient. Alors passons maintenant au gros morceau de cet exposé qui est Plasmodium vivax. Vous savez que la répartition géographique de Plasmodium vivax est très large. La population à risque est de l'ordre de 2,5 milliards, donc autant que falciparum, voire plus. Et l'incidence est de 100 à 300 millions d'accès cliniques par an. Donc là aussi, c'est du même ordre que de falciparum. Le phénomène un petit peu nouveau ces 10 dernières années, disons, c'est l'apparition de la chloroquinorésistance de Vivax. Et on verra l'implication que ça peut avoir justement dans le développement des acéroles. Alors, il y avait des complications dues à Vivax qui étaient rapportées. Il y avait 159 cas de rupture de rate. J'ai fait l'inventaire depuis le début du XXe siècle. Un syndrome de détresse respiratoire aiguë rapporté chez 22 patients de 95 à 2007, dont 2 décès. Et puis quelques rares cas de CIVD, choc, insuffisance rénale et neuropathie. Et tout ça peu documenté et peut-être sujet à caution. Alors, des études récentes sont sorties et la plupart proviennent finalement de la même région, donc c'est la Papouasie Nouvelle-Guinée. Alors, la première étude que nous allons voir, c'est l'étude de Barkus, qui est sortie en 2007 dans l'American Journal of Chemistry and Imaging. Donc, entre janvier 1998 et décembre 2000, 330 accès graves à falciparum et 36 accès graves à Vivax. Ouais, c'est allé dans sa région. La proportion de décès pour les deux espèces était tout à fait comparable. On avait 79 décès, donc 24% pour falciparum, et 9 décès, donc 25% pour Vivax. La proportion d'anémie sévère, alors l'OMS prend 5 grammes par décilitre comme seul, bon lui il a pris 6 grammes, je ne sais pas pourquoi, bon, à ce seuil-là, il trouve une proportion d'anémie sévère identique pour les deux espèces, enfin, identique très comparable en tout cas, 54% pour falci, voire même donc un peu plus, 67% pour Vivax. Autre étude effectuée en Papouasie, donc Indonésie, un PLOS médecine de 2008, donc par l'équipe de CIFRA, entre janvier 2004 et décembre 2007, donc une grosse étude, 2634 patients hospitalisés pour accès grave. Ces accès graves donc, étaient constitués donc, de 1570 falciparum, qui représentait 20% des accès à falciparum dans cette région, et 23% d'accès graves à Vivax, pour un nombre de 675 accès graves. Et il y avait une notion intéressante, c'est qu'il y avait des gens qui avaient les deux espèces, donc 389 infections mixtes, et sur ces infections mixtes, on avait 31% d'accès grave. Donc finalement, les gens qui avaient les deux espèces avaient plus d'accès grave que ceux qui avaient que falci ou que Vivax. Ça c'est une notion qu'on trouvera dans d'autres falci. L'anémie sévère, donc là pour le coup avec le bon seuil, le seuil de 5 grammes par décilitre, était présente dans 73% de falciparum, 87% de Vivax et 80% d'infection mixte. Donc pas de différence en fait entre la proportion d'anémie sévère dans ces cas graves. La détresse respiratoire est observée pour 78 cas de Vivax. Donc en fait, les accès graves à Vivax de ces séries, ce sont souvent des détresses respiratoires. Ce sont rarement des anémies sévères ou rarement des comas. Mais quand même, on peut en voir, donc dans 6%, on a un coma pour Plasmodium vivax. Au total, sur l'ensemble des cas de paludisme, on a eu 242 décès, donc 2% de décès dans cette série. 2,2% de décès dus à falciparum, 1,6% dus à Vivax et 2,3% dus aux infections mixtes falci-Vivax. Donc, passons à une autre étude, là aussi dans Cosmétine en 2008 par Vincent. Étude qui s'est intéressée aux infections à Vivax et mixtes associées à l'anémie sévère chez l'enfant. Donc là, le seul critère qu'on regarde, c'est l'anémie sévère. Donc c'est une étude prospective, donc ça c'est intéressant. On va voir les cas au fur et à mesure qui arrivent.
conduite en milieu rural, donc 2 centres de santé au nord de la Papouasie. C'est une région où la transmission est pérenne, avec quand même une saisonnalité, avec davantage de pluie d'octobre à avril. Dans cette étude, il y avait un diagnostic fait par frottis goutte-épaisse, mais il n'y avait pas de PCR, donc c'est vrai que là, peut-être qu'on ne pourra pas exclure les co-infections à Petit-Parent, parce qu'on n'avait pas de données. Mais quand même, belle série, donc 9537 cas paludisme de 97 à 2004, donc vous voyez la répartition des espèces, et au total, donc il y avait 6,2% d'accès grave dans cette série, avec prédominance bien sûr de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que là, toutes les espèces sont présentes. Alors si on regarde la proportion d'accès grave selon les espèces, chez les enfants de moins de 5 ans dans cette série, il n'y avait pas d'accès grave à Ovalet, on voit qu'il y avait 8,8% d'accès grave à Vivax, 11,7% à Falsi. Alors il faut se mettre de côté, il y avait 7% environ, vous arrivez à lire? Bon. C'est les malariés, hein, il reste que malariés. Et donc là, 11,7%, ce sont les infections mixtes qui sont Falsi plus Vivax, voire plus malariés. D'accord? Donc une proportion d'accès grave due à Vivax qui est plus faible que Falsi, mais qui est quand même non négligeable dans cette étude. Alors si on regarde sous forme de petites ficelles là, les syndromes cliniques en fonction des espèces, on s'aperçoit que Vivax a une grosse proportion de syndrome de détresse respiratoire, plus que les autres espèces, d'accord? Et moins souvent finalement d'anémie ou de neuropathie, beaucoup moins souvent. Alors, autre étude sur Vivax qui s'intéresse cette fois aux jeunes enfants de moins de 1 an, donc c'est Westprodio, on va passer à dire, donc leur CID de ça, ce sont des études récentes, hein, c'est vraiment la dernière décennie, voire les 5 dernières années. Donc, là aussi, Papouasie-Indonésie, dans un autre hôpital, de 2004 à 2008. C'est une zone de chloroquinorésistance élevée pour Falsi et Vivax. Ça va avoir un intérêt qu'on va envisager la physiopathie, c'est assez rare. À Vivax, c'est la chloroquinorésistance. C'est peut-être pour ça qu'on voit toujours ces cas apparaître dans ces régions-là. Le diagnostic était fait par frottis-goutte-épaisse, mais il n'y avait pas de PCR dans cette étude. Donc au total, on avait 4967 enfants de 0 à 12 mois, donc les enfants de moins de 1 an, qui étaient admis à l'hôpital, et on avait donc 31,4% qui étaient invalidés. Donc vous voyez ici les différentes espèces responsables de ces pathologies. Au total, on a 38,4% d'ACA. Donc ça c'est une proportion énorme, mais il faut voir que c'est le seul hôpital de la région, donc il y a déjà un pied, on n'a même que les enfants là. Et ce sont des enfants de moins de 1 an, donc peut-être que c'est encore plus grave que Alors quand on regarde les taux de décès dans cette population, on voit qu'on avait 2,2% de décès dus à Falciparole et 1% à Vivax. Donc ça, c'est pas différent au plan statistique. La proportion d'anémie sévère était plus élevée pour Vivax que pour Falciparole. Ça, c'est une donnée qu'on a déjà vue dans d'autres articles. Et chez les 187 enfants de moins de 3 mois, donc vous voyez, l'étude c'était moins de 1 an, mais là on s'intéresse à une sous-catégorie de moins de 3 mois, on avait 56% d'infection par Vivax contre 30% d'infection par Falciparole. Donc l'infection à Vivax a l'air d'être plus précoce encore chez les 13%. Le risque d'anémie sévère chez ces enfants de moins de 3 mois donc, était plus élevé pour Vivax, de même que le risque de thrombopénie sévère. Alors maintenant, on quitte l'Indonésie, on arrive dans l'Inde avec une étude de 2009 de Kochar, dans l'American Journal of Tropical Medicine. Étude prospective, donc patients adultes, là on quitte aussi les enfants, on a des adultes admis de septembre 2003 à décembre 2005. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'en plus du diagnostic classique, on a aussi les PCR, donc une étude peut-être un peu plus solide au plan diagnostic, ce qui nous permet d'exclure les associations d'espèces. Et on a recherché également les infections bactériennes et virales qui auraient pu être concomitantes. Donc dans cette étude, 1091 patients, 635 Falsi, 156 Vivax. On a observé donc 40 non-infections à Vivax, donc 8,8% d'accérat à Vivax en Inde dans cette étude, avec 2 patients décédés dans un syndrome de détresse respiratoire. Voilà.
Il y avait une autre étude sur Vivax en Amazonie, mais qui me paraissait moins solide et moins cas, donc je ne vous la présente pas. Mais j'ai assez là de papier pour envisager avec vous la physiopathologie de l'accès grave à Vivax. Donc c'est une synthèse qui a été faite par un expert en 1913 par exemple. Alors, on va essayer de considérer les différents points qui peuvent être retenus pour ou contre la physiopathologie de l'accès grave de Vivax. Alors, la biomasse parasitaire, clairement non, puisqu'on sait que la parasitémie dépasse rarement 2%, donc il n'y aura pas une biomasse élevée pour Vivax. Ça ne peut pas être un mécanisme d'action. Le seuil pyrogénique plus faible que FACI, oui, ça c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a besoin de moins de parasites avec l'espèce Vivax pour déclencher la fièvre qu'avec FACI. Ça, c'était démontré. De là à dire que ça donne un accès grave, je ne franchirai pas le pas. La réponse inflammatoire plus forte pour FACI, ça c'est possible. On a mis en évidence des toxines différentes. Alors, vous savez qu'il y a un GPI différent pour Vivax aussi. Vous savez aussi que l'ADN est plus riche. Vous avez plus de 80% d'AT pour FACI, chose que vous n'avez pas pour Vivax. Donc, un ADN différent qui a un rôle de stimulation. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Un rôle de stimulation différent, donc antigénique, et qui peut entraîner une cascade des lipides particuliers de la fraction cholestérol-free du plasma. D'accord. Tout ça, ce sont en fait des hypothèses, il n'y a rien de vraiment solide de démontrer pour l'instant. La cytoadhésion, donc adhésion des hématies parasitées aux endothéliums des vaisseaux profonds, probablement non ou faible. Donc là non plus, c'est pas le mécanisme qui entraîne la gravité pour Vivax. Alors, maintenant des choses peut-être un peu plus parlantes. La déformabilité des hématies parasitées, elle est augmentée pour Vivax. Vous aurez des hématies plus déformables et donc peut-être plus fragiles. Alors que pour FACI, par exemple, c'est le contraire. Vous avez des hématies parasitées qui seront moins déformables. Donc, non seulement les hématies parasitées, mais vous avez aussi envoi d'antigènes de Vivax à la surface des hématiciels qui font que là aussi, il y a une modification des propriétés donc, des cellules non infectées qui fait qu'au total, on a une fragilisation de la population érythrocytaire avec l'espèce Vivax. Vous avez, ce qui pour moi est le phénomène le plus important, c'est l'aspect de reviviscence que évidemment vous n'avez pas pour FACI. C'est-à-dire que vous allez avoir des accès peut-être toutes les 3 à 6 semaines en zone d'endémie, en zone tropicale, avec une tolérance qui s'installe, donc les sujets n'auront pas forcément de fièvre, mais ce qu'ils auront, c'est de l'hémolyse, une dysérythropoïèse, c'est-à-dire une érythropoïèse qui se fait moins bien ou mal, et donc au total, ils auraient des anémies sévères, parce que ce sont des choses qui vont se pérenniser. Donc ça, c'est vraiment important, je pense, dans la physiopathologie de la Vivax, c'est cet aspect reviviscence et tolérance, et donc chronicité de l'infection, avec ce phénomène donc exacerbé par la résistance de la chloroquine. Pourquoi? Parce que vous donnez de la chloroquine alors que le parasite est résistant, ça ne marche pas. Donc vous entrez à nouveau dans un accès qui va durer plus longtemps, qui ne va pas être traité, et donc qui va pouvoir donner à nouveau des accès, etc. Donc vous rentrez dans un cercle vicieux finalement, et donc peut-être que ça explique qu'on observe ces effets pour l'instant graves dans les mêmes régions, là où il y a de la chloroquine. Alors, ce qu'on observe au plan syndrome, ce sont des stress respiratoires aigus, donc inflammation, altération de l'alvéole, rôle des phagocytes pulmonaires, donc ça c'est possible. Il y a sans doute des phénomènes qui se passent au niveau alvéolaire, avec Vivax. Le coma, il est rare, voire même spéculatif, les cas publiés ne sont pas forcément parlants. La thrombocytémie, par contre, elle est très fréquente, mais c'est aussi le cas pour FACI. Et on peut évidemment citer d'autres facteurs comme l'âge, la malnutrition, les co-infections, des facteurs génétiques humains, bon, ça a été encore exploré, mais si c'est comme pour malarié, sans doute que ça fait. Et virulence du souffle, pourquoi pas. Peut-être des coups de virulence. Oui, on ferait pas comme ça. Voilà. Donc, je terminerai cette partie d'exposé avec Ovae, pour vous dire que pour l'instant, Plasmodium ovale a été très rarement incriminé dans des accès graves. On trouve moins de 5 cas, mais documentés de manière plus ou moins solide. Une rupture de l'arrêt mortel en 80 ans. Bon, et un syndrome de
zone non endémique. Voilà, donc moi je considère pour l'instant qu'il n'y a rien sur la gravité de l'allée. On fait un peu de ce que je veux dire. Voilà, donc Molésie, évidemment. Malarié dépend du contexte, mais rare. Donc deux cas pour l'instant. Vivax, probable, très probable même, mais là aussi dans un contexte particulier. Et Ovalé, je dirais non. Alors, maintenant, en quelques minutes, donc deuxième partie de l'exposé, un sujet que j'avais envie de traiter, parce que je pensais que j'allais avoir un invité, je ne sais pas si vous, peut-être pas, quelqu'un de l'hôpital. Bon, donc ce sujet, c'est le traitement du paludisme vaste par artésunate intraveineux. Donc vous savez que jusqu'à présent, le traitement de l'accès grave, c'est la quinine. Encore ce qu'on trouve dans les mammelles. Mais que depuis peu, on peut utiliser donc, un nouveau médicament, une nouvelle présentation, qui est l'artésunate, qui est comme un. Donc, on va voir si on a intérêt à changer de politique, c'est-à-dire de traiter les gens avec ces artésunates de garder un peu ça. Donc, le paludisme grave, si on regarde les séries de France, le paludisme grave, là, traité donc par quinine, donc cette série là a montré 11% de mortalité sous quinine. C'est-à-dire qu'un accès grave, même traité efficacement, on sait très bien qu'il y a environ 10% de gens qui vont décéder. Alors que dans ces traitements qui sont bien monitorés, bien très effectifs et efficaces, il y a 10% de mortalité environ, donc ça c'était l'article de 2003. Et l'article nous vient de sortir dans le Postphone récemment, donc pas rétro, avec une série un peu plus importante de 400 patients, tous traités par quinine, on avait aussi 10,5% de mortalité. En zone endémie, le paludisme grave, donc traité par quinine, se soldait par 17% de mortalité dans une série au Vietnam. Mais il y avait déjà un groupe artéméter. Alors artéméter, c'est pas la même chose que artésunate, attention, c'est pas le même privé d'artésunate, mais c'était celui qui historiquement a été testé en premier dans l'accès grave. On avait 13% de mortalité, donc un peu moins que dans le quinine, mais statistiquement c'était pas significatif. Et alors, récemment, parce que ça c'est une étude qui date déjà de 1996 dans le New England, certes, non, donc récemment, donc en 2005, une étude du Lancet, en Asie, et chez l'adulte, a montré une mortalité de 22% dans le groupe quinine et seulement de 15% dans le groupe artésunativé. Donc ça, statistiquement, c'est significatif. Donc à partir de 2005, on avait déjà des bons arguments pour dire si on traite les gens maintenant par artésunate, sans doute qu'on va sauver des gens, puisqu'il y a une différence importante déjà sur cette étape. Alors, pourquoi ça marche plus vite, les dérivés d'artésunate? Parce qu'ils ont un effet d'une parasitisme rapide sur les formes circulantes, jeunes. Ce qu'on n'a pas avec les quinines, c'est que la quinine agit très lentement. Il faut la donner pendant une semaine, toutes les 8 heures, l'action est lente. Les dérivés d'artémisinine en général, on le voit dès lors qu'on traite ne serait-ce que les accès simples aux ACT, et si on compare par exemple avec des traitements d'accès simple malarone, avec la malarone, il faut du temps pour que la chèvre tombe. Au bout de 3 jours, on a encore des parasites qui peuvent circuler. Avec les ACT, en 24 heures, vous n'avez plus de chèvre, vous n'avez pratiquement plus de parasites en circulation. On va le revoir, ça, en monothérapie, avec l'artésunate intraveineux. Donc un effet très rapide de ces dérivés d'artémisinine. Donc il y a une cléarance parasitaire rapide. Et aussi, un phénomène important pour la gravité, c'est l'inhibition de la capacité du parasité à adhérer aux cellules endothéliales des vaisseaux profonds. Donc ça, c'est à la fois plus rapide et plus marqué sous artésunate que sous quinine. Donc il y a eu des expériences in vitro et des essais in vivo. On a vu qu'après 4 heures d'exposition, on a une diminution de la cytoadhérence supérieure à 80% sous artésunate, alors qu'on n'a rien encore avec la quinine. Et au bout de 24 heures d'exposition, on a 100% d'inhibition de la cytoadhérence sous artésunate et de 40 à 75% avec la quinine. Donc vous voyez, pour tout ce qui est neuropaludisme, on aura une action plus rapide avec ces dérivés. Alors, le premier article historiquement, qui a fait une comparaison comme ça, en méta-analyse, c'est l'article de 2001, où on avait
cette étude sur les ponces qui avait été effectuée sur ce dérivé, qui est de l'artéméter, hein, pas l'artésienne, là on est sur l'artéméter. On avait donc 1919 patients, donc 85% de ce qui avait été fait jusqu'à présent, et on comparait donc l'artéméter versus quinine, et donc des groupes tout à fait alors ce qu'on voyait, c'est que la mortalité était de 14% pour l'artéméter et de 17% pour la quinine. Donc à ce stade-là, en 2001, c'était pas encore significatif au plan statistique. Par contre, on l'étude des chromates, que je vous ai annoncé tout à l'heure, en 2005, le Lancet, 1461 patients adultes avec un palligraphe à falciparum, je ne parle que de falciparum, et tous en Asie. Donc là, on l'a dit, un effet supérieur sur la réduction de la mortalité, de l'artésienne intraveineuse, 15% de mortalité contre 22% de mortalité. Pour les sujets hypercaractérisés, donc il y avait plus de 10% d'admission, l'effet est encore plus marqué. Et autre effet observé, c'est qu'on a généré moins d'hypoglycémie qu'avec la quinine. Vous savez que l'un des principaux points de la quinine, c'est l'hypoglycémie qui est entraînée uniquement par l'administration de l'équilibre, en plus du palud qui lui-même est hypoglycémique. On n'a pas ça avec les dérivés artésiens. Si on regarde un petit peu dans le détail l'évolution sous traitement comparatif artésienne-quinine, on voit que le décès finalement a lieu, enfin la différence sur le décès a lieu après 48 heures. C'est-à-dire que dans les premières heures, c'est pas là où on voit la grosse différence de terre, c'est vraiment après 48 heures, où pour l'artésienne on a 6% de décès, alors qu'on a 12% de décès pour la quinine. Le décès n'arrive pas tout de suite chez les acérates palus, il faut attendre un petit peu, et donc la différence se voit à partir de 48 heures. Au plan séquelles neurologiques, on n'a pas noté de différence significative, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas moins de séquelles neurologiques avec artésienne qu'avec quinine. Donc ça c'était étude patients adultes en Asie, mais on n'avait pas encore les données chez l'enfant, c'est quand même assez grave que l'enfant est quand même le plus gros de la mortalité. Bon. Et bien depuis peu de temps, là, Lancet 2010, on a l'étude Aquamat, on dirait tout dans l'étude Aquamat, tout le monde en octobre. Et je crois peut-être 300 cours d'investigateurs, c'est une énorme étude qu'on refera tout depuis. Donc 11 centres de pays africains, donc là en plus c'est les enfants en Afrique. Les enfants de moins de 15 ans, tous atteints de paludisme à falciparum. Donc ils ont été traités soit par Artésia 2712, soit par quinine 2750. Difficilement fermé. Alors, quels étaient les résultats? On a eu 8,5% d'enfants décédés dans le groupe artésienal contre 10,9% dans le groupe quinine. Donc une réduction relative de 22%. Vous voyez un peu le gain qu'on a par artésienal. On fait baisser donc la mortalité de 22%. Les séquelles neurologiques par contre n'étaient pas différentes dans les groupes. Et c'est pas là-dessus qu'on a gagné, c'est sur la mortalité. Évidemment, un coma moins fréquent avec artésienate, on a vu l'action rapide, et puis l'action sur l'inhibition d'adhésion au niveau des vaisseaux profonds. Une action aussi sur les convulsions, donc c'est pas mal. L'hypoglycémie était aussi moins fréquente, ça ne nous étonne pas, dans le groupe artésienate par rapport au groupe clinique. Alors, bon, un peu de médecine pratique, de posologie et durée de traitement, puisque là c'est bon, je crois que ça y est, les décisions prises, on ne traitera plus les gens à la clinique, il n'y a pas de confinement à la clinique, puisqu'on a quelque chose de mineur. Oui, voilà, donc la posologie recommandée, c'est celle qui est utilisée dans les études psychométriques, on utilise 2,4 mg par kilo de 0 à 0 heure, puis ensuite, donc, toutes les 24 heures pendant 3 jours en pratique. Et on fait un relais par voie orale dès que possible. Alors le relais, ça peut être un ACT, idéalement, ou alors vous pouvez utiliser autour d'un marron aérien de coma. Sauf s'il y a des troubles du rythme qui indiquent
crée la Malroy. Alors, en cas de voie orale impossible, vous pouvez continuer l'articulation pendant ce jour, il n'y a pas de question à ça. Ou alors vous utilisez un autre antiphasique par rapport à l'intraveineuse, donc il reste encore l'activité, donc c'est encore commercialisé, et sinon vous avez aussi la intraveineuse. Voilà, donc vous avez un texte ligne de référence si vous voulez avoir plus de détails sur le management de la prévention de la FERAG à Fassiparam. C'est un document qui date de 2008, mais dès 2008, donc à Paris, on avait décidé que la cabinet privé était meilleur que la clinique, donc c'était déjà dans ces recommandations-là. Voilà, cette revue présentement, particulièrement la dernière partie qui m'intéresse particulièrement pour des raisons diverses et variées. Donc, s'il y a des questions de la part. Oui. Excusez-moi, je ne suis pas très familier avec le bilan du mouvement. En fait, j'avais une question par rapport à la partie notamment concernant les résultats qui sont indiqués que les formes assez graves pourraient être d'origine chlorure, avec les différentes signatures génétiques autour des chevaux. Ma question en fait serait, vu les différents individus qui sont TMS, est-ce qu'elle a noté notre susceptibilité par rapport à d'autres infections cardiovasculaires ou pneumoniques, parce que ces gènes-là ne sont pas des gènes qui sont spécifiques. tout à fait, c'est pas spécifique, oui, c'est sûr. Et est-ce qu'elle a noté d'autres infections? Est-ce que ces personnes-là sont susceptibles à d'autres formes d'infections? Oui, ils sont susceptibles aux infections générales, y compris les infections plus que les autres personnes, y compris les virus, les bactéries, les levures, les mycobactéries. Pardon? Sur ces deux patients-là, mais il y a d'autres études beaucoup plus importantes où on étudie donc le sepsis pour les virus ou les bactéries, où il y a des études très importantes sur cette thématique. Oui, c'est moyen. C'est juste pour ce point-là, c'est très important, pendant des PCR, on devrait rester sur la charge. Oui. Par rapport est-ce qu'on a eu à chercher au niveau de la famille Non. parce que vraiment, ça vient bien. Si vous avez une méthode passer par la Côte d'Ivoire, Oui, alors c'est pas d'autre part. oui. Alors les familles de ces personnes n'ont pas été étudiées. On a étudié ces sujets par rapport à un panel de 10 autres patients impaludés au hasard. Mais l'aspect, oui, Côte d'Ivoire, soldat, j'avoue que j'ai pas d'explication. Je voudrais intervenir par rapport à l'Afrique. Je vois qu'à travers les résultats que je viens de présenter, on tend donc à la non-utilisation de la clinique, à l'affaire je suis d'autant inquiet parce que je viens de voir en cas de voie orale non positive. On va continuer les traitements par l'arrêt suivant en cas de patients. Mais comme je ne serai pas encore répondre à la bouche et la bouche. D'accord. Donc là, c'est la question de la pression médicamenteuse et l'induction des résistances. Bon, la proportion d'Axera est quand même limitée par rapport à ce qui circule. Enfin, la pression, elle a lieu essentiellement chez l'asymptomatique, en fait. Donc, je pense pas que ça a un impact sur l'apparition des résistances et que ça mette en danger, disons, la durée de vie de la molécule. Oh non. Oui, on revient sur les paramètres d'accord, les résultats qui aussi sont assez difficiles. D'abord, pour les santé publique, donc quand on prend les d'accord, donc on gagne 2% de mortalité. Dans les
résistance, on sera dans un mur. C'est évident. La deuxième chose, c'est ce que tu as très bien évoqué, qui est quel est l'effet et comment agit l'artésiat pour améliorer la mortalité. Les études expérimentales, même chez les malades, montrent que la mortalité est améliorée dans la période, disons, un peu plus longue, c'est-à-dire 48-72 heures. Or, toutes les études expérimentales semblent montrer, et notamment les papiers que vous publiez dans votre médecine, par exemple, etc., montrent que l'artésiat agit sur les cellules endothéliales autant que sur le parasite, en protecteur des cellules endothéliales. Et à quel point il s'agit sur les cellules de l'homme, puisqu'actuellement, on peut l'utiliser dans un traitement antibactérien. Donc, il y a un effet d'artésiat sur un point de traitement qui est important et qui sans doute explique la part de gain de mortalité. Ce gain de mortalité, on l'a largement avec n'importe quelle molécule qui va protéger les endothéliales, comme le PO, comme les antihistaminiques, comme tout ce qu'on a comme expérimental. Donc d'un côté, on comprend bien que l'artésiat a un gain végétal, un gain au niveau de la mortalité. On se doute que ce gain n'est pas dû avec les sur le paradis, mais sans doute sur l'homme et sur les endothéliales en termes de protection. Et par ça, on est en train de prendre pratiquement une monomolécule sur toute la vie, sur toute la planète. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, est-ce qu'il ne vaut pas essayer de pousser dans les études pour aller vers des traitements qui donneront le même lien de mortalité que l'artésiat injectable sur le monométhaxine, plutôt que de passer avec une monomolécule sur toute la planète. Donc, j'avoue que c'est pas simple, en plus que si on passe dans un niveau de santé publique, on n'est pas sûr non plus qu'on obtient ce gain de 2% dans les structures nationales quand on parle des investissements français. Voilà, c'est quelques remarques. C'est une très bonne remarque et on espère mettre en place ici à Madagascar donc l'artésunate intraveineux à l'hôpital de Béfulatane et avec justement pour objectif de voir si le gain est réel ou pas dans une structure qui n'est pas celle dans la pratique de routine en zone d'endémie, qui n'est pas exactement le cas des études qui ont été faites avec des équipes pointues, et un encadrement et des financements importants. Donc c'est tout à fait important. Pour ce qui est du traitement adjuvant par EPO ou autre molécule, oui, bien sûr, il y a une place là-dedans, mais qui reste à préciser. Simplement, avant de dire au gouvernement changer pour la finale de mon électrique, on va peut-être se donner un petit délai. Sûrement. Pour voir si on a mis des choses avant de supprimer une molécule de ressources. Très bien. Oui, justement. C'était comme chez les moustiques que la nutrition intégrée des programmes de c'est la même façon de tout. Oui, la résistance en fait est due à la rencontre de deux phénomènes. D'une part, des mutations qui apparaissent au hasard chez le gastrologue, et d'autre part, la sélection, donc la pression médicamenteuse par la chloroquine en retour. Ça sort complètement de la présentation. Est-ce que l'artésunate injectable de Guline est préqualifié au OMS? Je me rappelle. Je ne sais pas. Sinon, je crois que pour les militaires américains, c'est indiqué maintenant artésunate injectable. C'est qualifié. Donc si préconise pour les marines, c'est-à-dire que ça doit être déjà préqualifié par l'OMS. Je vois une dernière question. Oui. Je crois que c'était la réponse que je voulais dire. En fait, la question c'est est-ce que les bactéries dans le corps bactériens sont plus sujettes à d'autres maladies bactériennes? On ne peut pas aller jusque-là parce que... Les molécules sont
quand même, on peut pas quand même prendre, Ah non, non, pas du tout. Non, mais on ne peut pas aller jusque-là parce que la gravité de l'accès, c'est la résultante de tout un tas de facteurs qui peut être simplement un palud potentiellement grave traité tout de suite, c'est un peu simple. Donc on ne peut pas dire que ceux qui ont un accès grave, ils sont génétiquement plus... Non, non, surtout pas. Surtout pas. Bien. Encore une fois, merci. J'ai vraiment apprécié. On va encore parler du paludisme amylo-hospitalier, mais autrement. Parce que Laurent Angelassoul, qui est responsable de la coordination des activités de réseau de surveillance des fièvres en Madagascar, va faire une présentation qui s'intitule Surveillance du paludisme amylo-hospitalier à Madagascar, aujourd'hui et demain. Bonne soirée et à demain à la même heure, au même endroit. On doit